Bernard Callier, notre correspondant aux États-Unis. On reste aux États-Unis. On retrouve tout de suite Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Oui, juste un mot suite à ce que nous disait Jean-Bernard Cadier, pourquoi elle est importante cette primaire. Alors surtout côté démocrate, parce que depuis 20 ans, depuis Bill Clinton en 96, tous les candidats démocrates qui sont imposés dans la primaire de cet État de l'Iowa ont été élus par la suite. Absolument, mais comme le disait votre correspondant Jean-Bernard, c'est certain que Sanders, vu ses positions d'extrême gauche, même s'il a un très bon score ou même s'il gagne l'Iowa, aura beaucoup de peine dans les prochaines primaires, en dehors de celle du New Hampshire, mais dès qu'on arrivera dans des grands États, il aura beaucoup de peine. Mais je dirais surtout, on regarde évidemment Donald Trump. Donald Trump, c'est la très très grande surprise du côté républicain, et surtout qui va arriver derrière Donald Trump s'il gagne, puisque pour le moment, vous avez deux candidats au coude à coude, qui sont franchement l'un et l'autre beaucoup plus, je dirais, convenables entre guillemets que Donald Trump. Donc ça sera très très intéressant de suivre cette primaire aujourd'hui. Bon, et puis un mot du marché, on attend une baisse à l'ouverture à Wall Street dans 25 minutes. Grégory, on a eu quelques données statistiques là avant bourse chez vous, les dépenses, les revenus des ménages et un indicateur d'inflation. Là, que nous disent ces stats? Ce qui est intéressant, c'est que les revenus ont bien augmenté de 0,3%, mais que le consommateur ne suit pas vraiment avec ses dépenses. Alors si les dépenses ont été revues au mois de novembre à la hausse, ça fait 0,4% sur le mois de novembre, c'est une belle hausse des dépenses. Par contre, alors là, les dépenses sont totalement plates au mois de décembre et on voit que l'Américain a augmenté son taux d'épargne. Il est au plus haut depuis 2012, il passe de 5,3 à 5,5%. Donc c'est une certaine frilosité, je dirais, en cette fin d'année qui ne fait que confirmer la lecture qu'on a eue du produit national brut, une croissance qui a ralenti à 0,7% sur le dernier trimestre aux États-Unis. Merci beaucoup Grégory. On vous retrouvera après l'ouverture dans un peu plus d'une demi-heure. On attend du rouge donc sur les marchés américains. En Europe, baisse de 1% pour les actions dans le sillage de la Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Grégory Volokin est avec nous à nouveau en duplex depuis New York, le président de Mescart Financial Services. Grégory, on vous retrouve des marchés dans le rouge. Bon, le pétrole toujours, on va pas le réexpliquer à chaque fois, mais le pétrole baisse, donc l'appétit pour le risque est limité, donc les actions sont en baisse actuellement. On a eu quelques données ce matin, et puis on va avoir dans une dizaine de minutes là un chiffre important qui sera très suivi par la communauté financière. On a eu un certain nombre d'enquêtes d'activité dans le secteur manufacturier aujourd'hui en Chine, en Europe, et on aura cet indice ISM aux États-Unis dans 10 minutes. Oui, absolument. Il faut dire qu'actuellement, il y a une chose vraiment à constater, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, c'est que quelles que soient les statistiques, quels que soient les résultats d'entreprise, il y a en fait deux moteurs pour ces marchés. Malheureusement, l'un c'est l'économie chinoise et l'autre, comme vous le répétez, et on peut que le répéter, c'est le cours du pétrole. Donc comment arriver à casser cet engrenage qui est franchement extrêmement négatif? Je dirais c'est vraiment ça la question. Et j'ai toujours de la peine à imaginer qu'une statistique, même si elle est un peu meilleure ou moins bien que prévu, puisse changer cette tendance. Ouais. Alors, cette tendance. Donc, malheureusement, on est face à ça. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Par exemple, aux États-Unis, on a pratiquement les compagnies du S&P qui vont publier. On a par exemple une compagnie aussi importante qu'un Google après la clôture. Importante parce que c'est quand même la deuxième plus grosse capitalisation au monde. On va avoir le fameux chiffre de l'emploi hebdomadaire. Pourquoi important? Parce que c'est la donnée qui est le plus suivie par la Réserve fédérale par rapport à sa politique monétaire. Mais tout ça actuellement, ça peut influencer le marché pendant une heure ou pendant une journée. Et malheureusement, on retombe de nouveau dans cette corrélation. Espérons que ça ne va pas durer trop longtemps, cette corrélation avec le cours du pétrole. Bon, on aura Google, enfin Alphabet plus précisément. D'ailleurs, ça change quelque chose quand même, Grégory, parce que Alphabet, c'est la maison mère maintenant. Donc on a dans le détail ce avec quoi Google gagne de l'argent et ce avec quoi il en perd. C'est ce qu'on attend ce soir. Exactement. Alors d'un côté, évidemment, c'est un moteur sans jeu de mots extraordinaire. Google, Alphabet, grâce au moteur de recherche et à tous les revenus publicitaires. Et puis Google a gagné tellement d'argent qu'il se lance dans beaucoup d'activités
qui sont un peu là, non seulement pour faire rêver, mais qui sont aussi porteuses d'avenir. Pour l'investisseur, donc, ça va permettre, de voir jusqu'à quel point Google est en train d'investir dans des projets tels que par exemple, des voitures autonomes, hein, pour n'en prendre qu'un, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, ça va rendre un peu les résultats des activités cœur ou centrales plus pur, et ça permettra de voir quel est le taux de croissance de ces profits avant des dépenses qui sont en gros des capex sur des gros paris pour les 20 prochaines années. Bon, dans l'actualité, là, on a Twitter là qui bondit de 7%. Qu'est-ce qui se passe avec Twitter aujourd'hui, Grégory? On entend, mais c'est de nouveau des rumeurs que Andreessen, vous savez, Andreessen, c'est un des principaux venture capitalistes aux États-Unis. C'était un des fondateurs de eBay. On entend qu'il serait peut-être intéressé avec d'autres, Silver Lake, à faire une proposition à Twitter. Tout ça, c'est très vague, mais il faut dire que Twitter, il faut que quelque chose se passe, alors que ça soit en interne ou que ça vienne de l'extérieur. Pourquoi est-ce que ça pourrait venir de l'extérieur? Mais n'oublions quand même pas ces 320 millions de visiteurs mensuels, qui sont des visiteurs particulièrement, je dirais, intéressants. C'est des journalistes, c'est les financiers, c'est en fait, je ne sais pas d'où flatter, mais c'est quand même des gens à la fois cultivés et qui ont de l'influence. Et je dirais que c'est une sorte de réseau professionnel qui n'est pas du tout encore exploité. C'est pour ça que le titre a complètement dévissé. Bon, voilà pour Twitter, alors qui est effectivement un parcours boursier très compliqué derrière, mais qui, sur ces nouvelles rumeurs, bondit de 6-7% cet après-midi. Alors, au chapitre fusion-acquisition, mais là, 7% cet après-midi. Alors, au chapitre fusion-acquisition, mais là, officialisé, on va dire, on a un deal dans la pharmacie, grand classique. C'est Abbott Laboratories qui rachète un concurrent. Oui, alors c'est un concurrent pas très connu, je pense, en France par son nom, Alere. Par contre, son activité est extrêmement connue parce que c'est ce qu'on appelle le traitement sur place, le diagnostic sur place. Donc, qu'est-ce que c'est le diagnostic sur place? Vous allez dans une pharmacie, vous allez chez le médecin, vous vous plaignez par exemple d'avoir mal à la gorge. On prend un spécimen de votre palais ou de votre gorge et en 5 minutes, on a un résultat. Il n'y a pas besoin d'envoyer ces choses-là dans un laboratoire. Donc c'est le diagnostic instantané. C'est un marché qui est en fort développement puisqu'il a pour 7 milliards de dollars de ventes annuelles. Et en fait, cette acquisition par Abbott de Alere va créer la plus grande compagnie au monde de diagnostic instantané. On peut vraiment imaginer là, pour un très très grand nombre de maladies, hein, que ce soit justement une angine, mais aussi des choses beaucoup plus graves telles que la tuberculose, HIV, etc. Le diagnostic instantané est quelque chose qui avantage tout le monde, que ce soit au niveau des coûts, mais aussi évidemment au niveau de l'efficacité médicale d'un traitement qui peut commencer très rapidement. Bon, et puis on a de nouvelles amendes payées par des banques. Alors 154 millions de dollars au total. Évidemment, c'est pas grand-chose, hein, payé par Credit Suisse et Barclays. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça concerne pas des litiges liés au subprime, ça concerne pas des violations d'embargo comme on a pu avoir par le passé. Mais là, ça concerne ce qu'on appelle les dark pools, là, les plateformes opaques par lesquelles on peut passer donc hors marché réglementé pour échanger des blocs de titres. Oui, alors pour essayer de rendre la chose un peu compréhensible, si vous êtes un gros client institutionnel de ces maisons et que vous voulez vendre, disons, 500 000 actions IBM, vous n'avez pas envie que le monde entier le sache. Parce que ça, voilà, donc vous vous adressez à votre broker et votre broker va vous dire « Ah ben écoutez, on va vous faire ça très très discrètement dans notre dark pool. » Jusque-là, pas de problème. Le problème arrive au moment où en fait, ce broker, dans son dark pool, a introduit des traders à haute fréquence, ces fameux programmes qui tradent pour un centième de cents. Donc ces traders à haute fréquence achètent leur accès dans ces dark pools et ça influence énormément évidemment non pas la transparence mais surtout l'efficacité du traitement que le client reçoit dans son dark pool. Le gros problème c'est qu'en plus très souvent le broker, là c'était un Barclays, un Credit Suisse, n'avait pas du tout averti le client de qui était dans ce dark pool.
Et on peut dire très facilement, sans risquer de se tromper, que ces gros clients institutionnels ont perdu de l'argent dans les dark pools, tout simplement parce que ces dark pools ont favorisé des acteurs invisibles qui profitent de leur présence et de cette liquidité que personne ne voit. Bon, mais bon, c'est vrai que c'est intéressant parce que, enfin, c'est pas un nouveau front. Ça fait un moment que les autorités américaines s'intéressent à ces activités, mais voilà, on a eu les litiges liés au subprime, liés aux violations d'embargo. Là, voilà, on peut imaginer que maintenant ils sont passés aux activités dans les dark pools, qui vont regarder un petit peu de partout, de très près, ce qui se passe. Ben, je veux dire heureusement, parce que comme on dit, la SEC c'est le gendarme de la bourse, et là vraiment c'est quelque chose qui est un peu de l'abus de confiance vis-à-vis des clients. Donc non seulement heureusement que la SEC a regardé ces dark pools, mais je ne comprends pas à quel point on peut donner des amendes aussi petites quand on sait que plus de 20% de tous les trades qui se font sur les marchés actuellement se font dans les dark pools. Donc on parle de sommes absolument énormes, et ces amendes sur des activités qui sont évidemment non seulement illicites mais surtout défavorisent les clients, ces amendes me semblent quand même relativement légères. Mais surtout ce qu'il faut retenir maintenant, c'est que la SEC a placé ces hommes dans ces dark pools, et que ça va être de plus en plus difficile pour les banques donc de les utiliser comme centre de profit en essayant d'abuser un peu de leurs clients. Bon, et puis un dernier mot de politique, on en parlait déjà tout à l'heure avec vous, les primaires dans l'Iowa aujourd'hui, pour les républicains, pour les démocrates. Pourquoi est-ce que c'est une journée aussi importante, voire décisive peut-être même pour la suite de ces primaires? Je dirais que c'est pour les deux partis, c'est carrément décisif. Pour les républicains, c'est décisif parce qu'il ne faut pas oublier que Donald Trump ne fait pas partie de l'establishment républicain. Il est totalement en dehors de la mouvance républicaine. Donc, s'il arrive en tête, ça remet en cause carrément tout le parti républicain aux États-Unis. Et de l'autre côté, Hillary Clinton, pourquoi c'est tellement important? C'est qu'en fait, il y a 4 ans, elle était arrivée en 3e position dans l'Iowa. Et il faut se souvenir que il y a 4 ans, elle avait été favorite au début, et c'est un certain Obama qui avait gagné les élections. Donc du côté démocrate, c'est vu comme un symbole que Hillary puisse s'imposer, et du côté des républicains, c'est vu comme une remise en cause du parti. Et si Trump triomphe, il aura sûrement un très gros momentum pour aller dans les autres États, ce qui sera un sujet de discussion absolument passionnant sur les 9 prochains mois. Merci beaucoup Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services, chaque après-midi avec nous à New York pour évoquer les faits marquants et les actualités clés des marchés américains, des marchés qui sont en baisse dans le sillage des cours du pétrole.